Bonjour, nous sommes au sein de la rédaction d'Alliancy pour le lancement de notre 3e volet de l'enquête éditoriale sur les écosystèmes. Après les directions générales en janvier, les directions de l'innovation en février, nous sommes aujourd'hui avec Alexandre Stourbe du LabRH, notre partenaire, pour lancer l'enquête sur les écosystèmes dans les ressources humaines. Bonjour Alexandre. Bonjour Catherine. Enchantée de te recevoir au sein de la rédaction. Alors déjà, qu'est-ce que le LabRH? Qu'est-ce que le LabRH? Le LabRH est une association loi 1901 à but non lucratif qui a pour objet de promouvoir l'innovation RH en France. Et ça, on le fait avec qui? Qui sont les membres? Alors c'est toute la particularité du LabRH, on parle d'écosystème. On est nous-mêmes bien évidemment un écosystème puisqu'on fédère un certain nombre d'acteurs différents. Il y a 2 grandes catégories d'acteurs. Première catégorie que sont les startups, toutes les entreprises qui proposent une innovation dans le monde des ressources humaines. Dans la France entière. France entière. Et de l'autre côté, ce qu'on appelle, nous, le monde du corporate, donc toutes les entreprises qui s'interrogent sur l'évolution de la fonction RH. Donc, start-up, entreprise classique, je dirais, et autour de ces 2 grandes catégories, on va retrouver aussi des écoles, des universités, des laboratoires de recherche, des cabinets de conseil en ressources humaines, des cabinets de recrutement, des éditeurs de logiciels SIRH. Et nous, on est là pour mettre en mouvement tous ces acteurs qui viennent d'horizons différents, avec des perceptions différentes sur le sujet de l'innovation RH, et bien pour travailler sur ces sujets d'innovation RH. Donc vous existez depuis 2015. On existe depuis 2015, oui. Et vous avez évolué dans votre définition ou... Non, fondamentalement, non, on n'a pas évolué. Alors 2015, c'était hier, hein, c'était il y a 5 ans. Mais en même temps, la fonction RH a considérablement évolué là, ces derniers mois, avec la crise qu'on vient de vivre, qui rebat les cartes aussi en termes d'innovation. Et justement, par rapport à cette crise, quels sont les sujets qui vous préoccupent au sein de votre écosystème pour en tout cas cette année en 2021? Alors, il n'y a pas de nouveaux sujets qui ont vu le jour là en 2021. Il y avait quand même une tendance globale de la transformation de la fonction RH. Du fait de la digitalisation systémique des entreprises. Oui, l'attractivité des talents, la rétention des talents, le développement des compétences, le bien-être au travail, etc. Mais tous ces sujets-là, finalement, sont passés en top priorité dans les entreprises. Et donc, il y a un vrai focus en 2021 sur justement le développement des compétences, la raison d'être des collaborateurs et l'environnement de travail. Et sans rentrer dans le débat du télétravail, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? On en parle beaucoup au sein de votre écosystème du télétravail? Oui, bien évidemment. Les RH ont été hyper impactés par ces problématiques de télétravail. Comment le mettre en place? Il y a des organisations, c'était assez simple. D'autres organisations, c'était impensable en début 2020 de télétravailler. Et ces organisations ont été forcées de télétravailler. Donc comment on met en place ça? Et surtout, comment ça s'inscrit de manière pérenne dans le temps? Et qu'est-ce qu'on en fait maintenant dans les prochaines années? Parce que aujourd'hui, beaucoup de travailleurs se sont habitués malgré tout au télétravail. La pénurie des talents, ça reste toujours un sujet, même aujourd'hui? Oui, parce qu'on pourrait se dire, tiens, il y a des entreprises qui vont licencier parce qu'il y a des secteurs d'activité qui vont mal. Donc on pourrait se dire, ben voilà, il va y avoir plein de talents sur le marché de l'emploi et donc d'autres entreprises qui sont plutôt en phase de croissance, on pourra recruter facilement. La réalité, alors c'est mon point de vue, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des vagues énormes de licenciements. Ça risque d'arriver, mais il y a quand même... L'État arrive à essayer de maintenir l'emploi dans les entreprises avec des aides, etc. Donc il y a quand même encore cette fameuse pénurie. Et puis de toutes les manières, il y a les nouveaux métiers qui arrivent. Il y a des métiers d'actualité, la cybersécurité. Bon, je ne parle pas des développeurs, c'est toujours la pénurie, etc. Mais donc à la fois des nouveaux métiers et puis des métiers qui étaient déjà en tension avant, il y a toujours cette pénurie de candidats sur le marché. Alors pourquoi est-ce que c'est important de travailler en écosystème entre acteurs d'horizons divers aujourd'hui dans les ressources humaines? Alors, je fais juste un petit retour arrière. La fonction RH, je ne suis pas un historien, mais je dirais qu'elle existe depuis 70 ans. Peut-être que je me trompe et il y a des experts qui nous écoutent. En tout cas, depuis des dizaines d'années. Il y a des dizaines d'années. La fonction RH a été créée pour gérer et administrer le personnel, gestion de la paie et du personnel. Et si je reviens là, il y a 3 ans, la fonction RH dans une entreprise, c'était encore pour beaucoup de gens la gestion de la paie et du personnel. Donc de l'administratif, du législatif, la fonction régalienne, de la comptabilité, etc. Exactement. Et puis, il y avait quand même une tendance de fond de se dire, mais finalement, dans une entreprise, la direction marketing a évolué, elle a été digitalisée. Les directions financières ont évolué aussi dans leur pratique, elles ont été digitalisées.
Les directions commerciales aussi, elles ont été outillées pour gérer leur pipe client, etc. Et finalement, la fonction RH, c'était la dernière roue du carrosse, la dernière direction dans une entreprise dans laquelle on investissait de l'argent. D'ailleurs, on ne voulait pas trop investir d'argent dans cette direction. Et là, on voit cette tendance depuis, globalement depuis la création du Lab RH, déjà d'une volonté d'entrepreneurs de créer dans les ressources humaines, parce qu'il a fallu redonner la valeur du collaborateur et de la collaboratrice dans l'entreprise, donc comment gérer les RH. Et puis derrière, bien évidemment, on attendait une révolution industrielle, la 4e révolution industrielle. Oui, bien sûr. Bon, finalement, c'est une révolution, une crise sanitaire qui nous a fait accélérer le processus de transformation de la fonction RH. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. Oui, donc, alors, justement, j'ai discuté avec une entreprise qui me disait qu'elle travaillait en tant que DRH avec tout un écosystème de start-up. Est-ce que ça, c'est un modèle qui aurait tendance à se dupliquer ou pas, ou quelle est ta vision des choses? Alors oui, travailler avec des écosystèmes de start-up, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, en plus de ça, on voit sur le marché français, en tout cas, sur Lab RH, on ne connaît que le marché français de manière profonde, on connaît moins le marché européen et mondial. Mais en tout cas, en France, on commence à avoir une hyper spécialisation des startups RH. Donc là où il y a 5 ans, 10 ans, une startup qui travaillait dans le monde du recrutement adressait le recrutement dans sa globalité, aujourd'hui on voit des startups qui vont par exemple adresser le sujet de l'onboarding dans le recrutement. Donc c'est vraiment une partie, une étape dans le recrutement. L'hyperspécialisation. Hyperspécialisation. Et donc du coup, qui dit hyperspécialisation, c'est qu'à un moment donné, il va falloir conjuguer avec tout cet écosystème de start-up et donc se créer son propre écosystème de start-up dans l'entreprise. Toutes les étapes, en fait. Il faut avoir toutes les étapes, exactement, tu as compris. Donc oui, il est nécessaire de travailler sur un modèle écosystémique. Néanmoins, ce qu'on observe sur le marché aussi, c'est qu'il y a beaucoup de grandes entreprises, alors plutôt du CAC 40 et du SBF 120, qui se sont lancées en 2016-2017 sur ce qu'on appelle les proof of concept, c'est-à-dire aller tester plein de solutions RH dans l'entreprise un peu à tout va, sans réellement de stratégie, et qui là, en 2018-2019, se disent oh, on met un petit coup de frein quand même là-dessus, et on va d'abord réfléchir à notre raison d'être, nos valeurs, pour après, derrière, s'outiller. Donc on voit un petit frein en ce moment sur l'innovation RH et l'utilisation. Qui n'est pas obligatoirement dû à la crise. Non, qui n'est pas obligatoirement dû à la crise, qui est qu'à un moment donné, en fait, ça ne sert à rien de faire plein de tests et qu'il faut avoir une stratégie qui soit claire et bien définie et pas aller à tout va. Alors justement, quand on parle de ça, finalement, le DRH idéal de demain ou le DRH vers lequel on va, on le définit comment? Ah, c'est une très bonne question. En fait, moi, je me pose la question de est-ce que demain, il y aura toujours un DRH? Je ne sais pas. Très certainement, mais on peut se poser la question, c'est est-ce que demain, il n'y aura plus de DRH dans l'entreprise? Est-ce que ça veut dire un DRH ou alors du coup un DRH qui piloterait plusieurs ou plusieurs métiers qui auraient aussi un souci de RH dans leur mission? Ben, on peut se dire que toute la partie régalienne justement de la fonction RH, tout ce qui est administratif, paye, compta, etc., peut aller dans les directions juridiques. En plus de ça, on peut réussir, alors en France c'est quand même assez lourd parce qu'il y a beaucoup de conventions, etc. Mais on peut essayer d'automatiser un certain nombre de choses et de basculer dans la partie juridique. Après, si on fait un focus sur la partie développement RH, à proprement parler, donc tout ce qui est développement des compétences, formation, mobilité et autres, est-ce que demain, ça sera toujours dans une direction des ressources humaines ou ça sera éclaté dans l'entreprise auprès des différentes directions métiers et peut-être sous la responsabilité des managers ou des directeurs de ces directions métiers. Voilà, donc il peut y avoir une réflexion là-dessus. Après, on peut aussi se poser la question de savoir s'il ne faut pas quand même un capitaine sur le bateau pour driver quand même une orientation, une stratégie globale. Oui, comme on avait d'ailleurs vu l'apparition des CDO, puis après il y avait un grand CDO avec des CDO de référence dans les différentes filiales ou les différents métiers de l'entreprise. Et je vais prendre, tu me fais penser à la direction des systèmes d'information. Tout ça, c'est DSI. Les DSI, on voit les DSI aujourd'hui qui sont éclatés dans les métiers. Tout à fait. Au plus proche des métiers pour comprendre en fait les problématiques. Finalement, c'est la même chose. En fait, on doit comprendre les problématiques des collaborateurs et des collaboratrices qui travaillent par exemple dans le marketing. Et ils n'ont pas les mêmes problématiques et les mêmes attentes que les ingénieurs ou les développeurs, les ingénieurs, les comptables et autres. Donc en fait, on va s'adapter et il va falloir peut-être redescendre la fonction RH. Alors ça existe dans un certain nombre d'organisations, mais peut-être que ça va vraiment se généraliser. Donc on va vers
Une ultra-personnalisation de la fonction RH également? Mais c'est le terme un peu à la mode aujourd'hui, et c'est vrai, moi j'ai tendance à le dire, c'est qu'on voit qu'il y a quand même une hyper-spécialisation, une personnalisation de l'approche, quelle qu'elle soit. Toi, moi, sur notre smartphone, on veut notre propre service, ce qui me plaît à moi à l'instant T, et pas ce qui va te plaire à toi. Oui, ou qui me convient parce que pour telle raison familiale, personnelle et autres. Exactement. Et en fait, dans l'entreprise, c'est la même chose dans la partie RH. Si je prends le monde de la formation, avant on formait tribus, on mettait des gens devant des programmes de formation qui en plus de ça duraient 2-3 jours, que ça n'avait pas forcément à grand chose. Mais là maintenant, on parle aussi d'hyper-spécialisation dans la partie formation, on parle d'adaptive learning, c'est de se dire, bah, ok, la personne, quand est-ce qu'elle est disponible dans la journée, quel est son besoin, qu'est-ce qu'elle veut faire, quel est son état d'esprit, est-ce qu'elle préfère du présentiel, du distanciel, etc. Enfin bref, il y a plein de sujets. Donc on peut se dire que si on remonte maintenant d'un cran sur la partie RH, bah ouais, en fait, toi, en tant que collaborateur dans une entreprise, tu n'auras pas les mêmes attentes que moi, même si on est dans la même entreprise. Donc il va falloir que si j'ai une tierce personne RH qui nous gère tous les deux, il va falloir qu'elle personnalise son approche avec toi, puis après avec moi. Donc on est dans cette forme de personnalisation. La crise, est-ce qu'elle a impacté le fonctionnement du lab RH, du coup, parce que fonctionnait un écosystème, j'imagine qu'il y avait beaucoup de présentiel. Comment ça se passe aujourd'hui? Alors, en effet, nous, en tant qu'écosystème, en tout cas, la vie d'un écosystème repose sur les relations physiques. Les relations humaines, particulièrement si on s'occupe de ressources humaines. Et si on s'occupe de ressources humaines, tant qu'à faire, autant mettre l'humain au centre même des organisations. Donc nous, au lab RH, bien évidemment, on fonctionnait avant en quasi-présentiel, avec des événements, des rencontres, etc. Bon, bah, comme toute entreprise, ou en tout cas la majeure partie des entreprises en France, on a dû être contraint de repenser notre modèle et donc de passer en digital. Donc aujourd'hui, on a tout digitalisé. Alors, ça ne change pas l'offre de valeur, ça change un petit peu l'approche. Après, ce qu'on constate, et de toute façon tout le monde le dit, bien évidemment, le digital ne remplacera jamais le présentiel. Et demain, en espérant que les choses aillent mieux, il y aura un mix. Ça reviendra très vite. Oui, mais on gardera quand même toujours du distanciel. Et je pense que maintenant, on parlait de télétravail aussi tout à l'heure, c'est la même chose. Ça y est, en fait, il y a des choses qui commencent à être ancrées dans la société. Et typiquement, pouvoir avoir l'opportunité de faire soit du présentiel, soit du distanciel, en fait, il faut que ça reste un choix, même pour dans 2 ans, quand tout le monde sera vacciné et qu'on ne parlera plus de la un monde hybride, en fait. Il y aura toujours ce monde hybride. Parce qu'on est dans la personnalisation. Ah oui. Parce que typiquement, si j'ai mes enfants à aller chercher, je ne suis pas disponible, mais j'ai quand même envie de me connecter. Et je peux le faire sur mon smartphone, à distance, avec des oreillettes, et juste écouter de manière passive. Chose que je ne peux pas faire si c'est du 100% présentiel. Merci beaucoup Alexandre. Merci Catherine. Merci à vous tous. Et notre dossier est à découvrir en ligne sur Alliancy dès cette semaine, donc sur les écosystèmes dans les ressources humaines. À bientôt.